Merci d'être resté avec nous pour Allo Docteur. Ordinateur, soleil, télé, nos yeux sont soumis à rude épreuve toute la journée. Or, ce sont des organes complexes, très fragiles. La rentrée est donc un bon moment pour faire le point. C'est excellent. Je ne m'en lasse pas. Avec un ophtalmo. À partir de quel âge doit-on faire contrôler sa vision? Quels sont les signes qui doivent alerter? Professeur Caradanco, c'est à vous. Bien sûr, un petit peu d'anatomie ne peut jamais nuire. Alors, les globes oculaires sont évidemment creusés dans des fosses, là, ici, sont dans des fosses, dans le squelette facial, maintenus par des muscles, vous en voyez quelques-uns ici, qui permettent les mouvements des yeux, c'est quand même important, et seule la partie avant, ici, est en contact avec l'air, c'est ce qu'on appelle la cornée. C'est une membrane en fait transparente et solide qui protège l'iris et le cristallin. L'iris, c'est la partie colorée qui est centrée, vous voyez ici, par la pupille, qui régule la quantité de lumière qui va aller pénétrer et qui va aller jusqu'à l'œil. Et puis on a évidemment le cristallin, qui est la lentille qui concentre les rayons. Voilà, on va vous montrer le cristallin, il est ici. Alors il y a 3 couches derrière, il y a la rétine, c'est un peu la plaque photo, c'est là où il y a les photorécepteurs qui vont imprimer l'image que vous voyez. Ensuite il y a la choroïde, et puis vous avez ici la sclérotique qui est innervée, qui peut être très sensible et qui se prolonge en avant donc par la cornée dont vous a parlé Marina, ce hublot. Et tout ça est recouvert ici de la conjonctive, c'est ça qui donne donc une conjonctivite, un truc, je fais des études. D'accord. Voilà, quand vous avez les yeux qui démangent et qui sont tout rouges, eh bien c'est la conjonctive. Alors, pour répondre à toutes vos questions sur la façon dont il faut surveiller et protéger nos yeux, le docteur Catherine Albouganem, bonjour. Bonjour. Chirurgien ophtalmologiste au 15-20 à Paris. Et avec nous, Raphaël Amar, qui est orthoptiste. Bonjour. Bonjour. Alors, Alban nous dit qu'après le travail, il a souvent les yeux rouges et douloureux avec une baisse de la vision. Est-ce que c'est la fatigue? Est-ce qu'il doit consulter? Alors, c'est probablement la fatigue. Ça peut être aussi une sécheresse oculaire. Je suppose que Alban travaille sur ordinateur. Et effectivement, lorsqu'on travaille sur ordinateur, il faut savoir qu'on raréfie le clignement, on cligne moins souvent des yeux. Et le fait de cligner moins des yeux peut entraîner une sécheresse oculaire. Il suffirait de mettre des gouttes lubrifiantes. Mais c'est vrai qu'un examen ophtalmologique est bienvenu. Il faut vérifier que la vision est bonne, qu'il n'y a pas de troubles oculomoteurs. Et un bilan permet de déceler tout ça. Parce que cligner des yeux, on pense que c'est pour faire joli, pas du tout. C'est parce que c'est pour étaler le film lacrymal, les larmes, pour que tout le globe oculaire soit humidifié, enfin tout ce qui est devant. Est-ce que ça veut dire que de temps en temps, il faut penser devant son ordi à faire ça plus souvent? Très bonne question, et tout à fait. Il faut, lorsqu'on est très longtemps sur l'ordinateur, il faut penser d'abord à faire une pause, regarder au loin éventuellement, cligner des yeux, voire cligner fortement des yeux, parce que ça permet effectivement de lubrifier les cornées. Et il y a même des logiciels qui permettent de le faire, c'est-à-dire que c'est programmé pour, au bout d'une demi-heure, 1 heure, l'ordinateur s'assombrit, et à ce moment-là, la personne devant son ordinateur réfléchit et pense à faire sa petite pause. Je vous ai présenté il faut un brumisateur, sinon. Comme orthoptiste, Raphaël Amar, c'est quoi un orthoptiste? Ça fait quoi? Alors, un orthoptiste, c'est un professionnel paramédical. Il est spécialisé en fait dans toute l'exploration et la rééducation de la vision binoculaire, donc notre capacité finalement à faire travailler nos 2 yeux ensemble. Aujourd'hui, les orthoptistes ont un rôle particulier également auprès des ophtalmologistes, car ils travaillent à leur côté dans l'exploration oculaire, à la fois dans l'exploration de la vision, donc pour l'examen des lunettes, mais aussi l'exploration de la rétine avec des examens complémentaires. Donc ils ont une double casquette, à la fois rééducateur et à la fois spécialiste des explorations oculaires, sous la responsabilité du médecin. Et notamment dans les bilans avant chirurgie, par exemple. Tout à fait, avant chirurgie du strabisme ou d'autres chirurgies. C'est une question là de Julie, elle a 29 ans, elle est myope depuis l'âge de 6 ans, elle est à moins 8,5 dioptrie. Sa vue baisse encore. Jusqu'à quand et quel espoir pour une chirurgie? Alors, on peut déjà effectivement faire un bilan. Elle a 29 ans, je pense qu'elle va arriver sur un plateau, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que l'évolution de la myopie va se ralentir, voire s'arrêter. Et à ce moment-là, effectivement, on fait un examen ophtalmologique et les examens complémentaires dont parlait Raphaël tout à l'heure. Et ça permet effectivement de voir si elle est opérable et de lui proposer la meilleure technique adaptée à son cas. Il y a des techniques laser à l'heure actuelle qui sont absolument magnifiques pour corriger la vision, ou des implants intraoculaires. Donc selon les cas, effectivement, on choisit la technique la plus adaptée aux patients. Avant de continuer sur les troubles de la vision, il y a forcément une question que les gens se posent. On n'arrête pas de leur dire que pour prendre un rendez-vous avec un spécialiste, surtout en ophtalmo, il faut des mois, parfois 1 an dans certaines régions en France.
là, on est en train de leur expliquer qu'il faut aller faire un petit bilan de rentrée. Ils vont nous dire, mais on va voir qui? Parce que s'il faut que ce bilan de rentrée soit pour la rentrée 2018, parce qu'il faut prendre le rendez-vous avant, qu'est-ce qu'on fait? On va voir vous, ophtalmo, on va voir un orthoptiste, on va voir l'opticien, on va voir qui? Alors, à l'heure actuelle, pour faire un bilan ophtalmologique, on va voir un ophtalmo qui déterminera si effectivement il faut en plus aller voir un orthoptiste pour faire de la rééducation, faire des examens complémentaires. Mais effectivement, l'ophtalmo aujourd'hui est le prescripteur des examens ou des bilans ou des lunettes. Après, aujourd'hui, la durée de validité d'une ordonnance s'est allongée justement pour effectivement, on peut retourner chez son opticien qui peut faire un bilan de la vision et voir si effectivement il y a besoin de retourner voir l'ophtalmologiste pour prendre rendez-vous. Alors, il y a effectivement des régions, il faut le reconnaître, qui sont totalement démédicalisées. Dans les grandes villes, on arrive quand même à avoir des rendez-vous. Je ne dis pas qu'on l'a la semaine prochaine, mais on arrive quand même à avoir des rendez-vous plus rapides. On parlerait des enfants? Vous en diriez quoi? Ça vous plairait? C'est la rentrée. Aujourd'hui? Oui. Non. Aujourd'hui même. C'est fou. Chez les enfants, justement, les troubles de la vision peuvent avoir des conséquences graves sur l'apprentissage de la lecture, notamment. Alors, c'est pour cette raison qu'un suivi chez un ophtalmo est préconisé. Delphine Renaud et Marc Lavastrou ont assisté à une consultation. Depuis un petit moment, il a un petit strabisme. D'accord. C'est-à-dire que ça se voit dans certaines circonstances. Il a un œil, l'œil droit, qui se décale un peu vers la droite. Alors vers l'extérieur? Vers l'extérieur. À tout juste 3 ans, Aurel souffre d'un léger strabisme. Mal prise en charge, cette divergence peut entraîner des troubles visuels. Regarde le doudou. Regarde, il est de quelle couleur? Blanc. Il est blanc? Dans un premier temps, l'ophtalmologue vérifie le degré du strabisme d'Aurel. Il est un petit peu gêné. Oui. Oui! On voit bien son petit œil qui redresse. C'est plus souvent l'œil droit que l'œil gauche? Oui. Il est où le petit ballon? Voilà, je le vois là. Est-ce que tu vois d'autres dessins? Grâce à ce test, le médecin s'assure qu'Aurel a une bonne perception du relief. Tout à fait, non, regarde bien. Tout le système visuel n'est pas mature à l'âge de 3 ans, il sera mature vers l'âge de 6 ans à peu près. Mais la vision du relief, normalement, est déjà en place. Ce qui n'est pas totalement mature, c'est par exemple l'acuité visuelle. Elle n'est pas à 10 dixièmes. Ce qui compte, le plus important pour moi, c'est qu'il soit en iso-acuité, c'est-à-dire que son œil droit voit aussi bien, qu'il ait le même score que son œil gauche. On va regarder Choupi? Choupi, il va nous dire si tu as besoin de lunettes, regarde. Repérer les troubles pour mieux les prévenir. C'est tout l'enjeu de ce bilan visuel avant l'entrée en maternelle. Ce qu'on cherche à dépister, c'est l'amblyopie. L'amblyopie, c'est l'insuffisance de développement d'un œil. Et ça touche donc l'acuité visuelle, ça touche la reconnaissance des formes, la vision des contrastes. Et c'est très important de le dépister parce qu'on peut le guérir avant les 6 ans si on le prend en charge, alors qu'après l'âge de 6 ans, on ne peut quasiment plus rien faire. Les examens montrent qu'Aurel a besoin d'une correction. Il est hypermétrope et astigmate. Ça va peut-être aider pour sa divergence. Il divergera peut-être moins. Donc je vous refais l'ordonnance de lunettes. Les lunettes? Les lunettes, c'est tout le temps. À cet âge-là, on ne se pose pas la question. Quand un enfant a besoin de lunettes à cet âge-là, avant 6 ans, c'est tout le temps, en permanence. Juste pour la lecture. Aurel devra revenir dans 6 mois pour vérifier l'évolution de son strabisme et de sa vision. Ouvre grand, il va y avoir un petit flash. Thomas, lui, vient pour un tout autre problème. À 6 ans, il entre au CP. Sa mère craint qu'il soit myope, un défaut de vision qu'elle a connu enfant. Et voilà, tu peux reculer. Thomas, on a fait le fond d'œil. J'ai commencé à être myope à l'âge de 12 ans et mes parents ne s'en sont pas aperçus tout de suite. Donc j'ai eu beaucoup de mal à lire au tableau pendant mon année de 3e. Et ça m'a vraiment gênée. Donc c'est juste avant le brevet que j'ai eu ma première paire de lunettes. Et ça a été pour moi une révélation de voir enfin à peu près bien. Alors tu me dis les lettres une par une, on commence par le H. Bravo. Il faut vérifier quand on a des parents myopes qu'on ne devient pas myope parce qu'à ce moment-là, on ne voit pas bien le tableau. Et les enfants compensent pendant un certain temps, mais ils sont quand même gênés sans pouvoir l'exprimer. Avant l'âge de 6 ans, c'est très difficile pour un enfant d'exprimer sa gêne. Parce que l'enfant compense, mais au prix de maux de tête, de clignements, de larmoiements. V, T, X, A. Impeccable. 10 sur 10. Et est-ce que tu connais les chiffres aussi bien que les lettres? Bah regarde, on va voir.
Des chiffres rouges sur un fond vert. Ça, c'est quoi? Tout l'enjeu de cet examen est de savoir si Thomas perçoit bien les couleurs. Un dépistage important, 8% des petits garçons sont daltoniens. 4 et 2. Bravo, on n'a pas un daltonien en face de nous. Il voit bien, il n'est pas daltonien, tout va bien, c'est génial. Thomas est prêt pour sa rentrée scolaire. Il reviendra dans 2 ans pour un nouvel examen visuel. Tous les ophtalmos examinent les enfants ou il y a des ophtalmos spécialisés? Ou il faut aller voir un ophtalmo spécialisé? Non, il ne faut pas aller voir obligatoirement un ophtalmo spécialisé, mais il y a des ophtalmos spécialisés, surtout pour les tout petits. L'examen ophtalmologique du tout petit, puisqu'il peut arriver qu'on soit obligé de faire un examen à un bébé, un nouveau-né, ça, il vaut mieux aller voir un ophtalmologiste spécialisé parce qu'ils ont des appareils particuliers. Et justement, cette rééducation, on peut la commencer à quel âge? Alors après, tout dépend du type de rééducation. Il y a des rééducations qui sont spécifiques à des problèmes de vision binoculaire. Après, il y a des rééducations et des suivis qui sont spécifiques à des problèmes d'amblyopie potentiels qu'on a pu suspecter dans ce reportage. Donc, tout dépend, entre guillemets, je dirais, du problème. Il faut que l'enfant soit quand même actif pour cette rééducation. Alors, il faut qu'il soit en effet participatif pendant la rééducation. Donc, on va dire que c'est à partir de 5-6 ans, on va pouvoir commencer à prendre en charge l'enfant avec voilà, des exercices qui vont être adaptés à l'âge de l'enfant. Mais on peut prendre en charge un enfant avant, Oui, bien sûr. en Bien cachant un œil, etc. Bien sûr. J'ai 71 ans. Ma myopie a d'abord augmenté progressivement jusque vers 40 ans, avec moins de 2,75, pour disparaître presque totalement aujourd'hui. 0,5, est-ce la règle? Alors, ce n'est pas tout à fait la règle. Je ne sais pas si cette patiente a été opérée de cataracte ou pas, mais c'est effectivement, le cristallin peut entraîner des modifications de la réfraction, et c'est probablement ce qui s'est passé chez cette patiente. Parce que le cristallin, qui est la lentille qu'on vous a montré tout à l'heure à l'intérieur de l'autre, c'est elle qui se contracte ou qui se distend pour laisser arriver les rayons directement sur la rétine et pour voir clair. Exactement. Hein? Bien sûr, J'ai regardé le magazine de la santé C'est très dingue. souvent. On évoque la chirurgie, on sait que vous aviez un rôle important dans le bilan pré-chirurgical. Est-ce que vous intervenez aussi après la chirurgie éventuellement? Oui, parce que dans certains cas de chirurgie, notamment du strabisme, où on va finalement redonner une vision binoculaire, il va falloir entraîner cette vision binoculaire. Et en effet, des exercices sont spécifiques et l'orthoptiste va jouer un rôle important. Depuis un certain temps, j'ai un voile en haut ou en bas de l'œil qui apparaît et disparaît. Qu'est-ce que ça peut être, demande Rachida? On dit pas Alors, l'âge, là. là, on ne sait pas l'âge, on ne sait pas si c'est bilatéral, on ne sait Non. pas si c'est intermittent. Enfin, Non. manifestement, c'est intermittent. Vous A débrouillez avec priori, oui. A priori, parce que là, j'ai peu d'éléments, mais a priori, c'est plutôt le vitré. Le vitré, c'est un gel. Quand vous avez montré l'œil tout à l'heure, il y a le cristallin, donc cette lentille qui permet la focalisation, et puis il y a la rétine. Et entre les deux, c'est un gel qui s'appelle le vitré, qui normalement est totalement transparent et qui, avec le temps, se densifie par endroits. Alors, c'est ce qu'on appelle les corps flottants, les petits vermicelles ou des petits ronds qu'on voit comme ça flotter comme des algues dans un bocal. Et puis, ça peut donner des volutes et puis cette sensation de voile. Il n'y a rien à faire parce que de toute façon, on ne va pas... Pas grand-chose sur le vitré. Pierrot travaille sur ordinateur 6 à 7 heures par jour. Il demande si c'est dangereux pour une personne qui a une cataracte. Alors, ce n'est pas dangereux. L'ordinateur n'est pas dangereux. On parlera peut-être de la lumière bleue, mais l'ordinateur n'est pas dangereux. En particulier, il ne crée pas de cataracte. Donc, on peut le rassurer complètement. Il peut continuer à travailler. Et puis, quand il aura une cataracte, il sera opéré. On a des chirurgies magnifiques maintenant. On va parler de la lumière bleue c'est tout ça. de suite. Hein. La lumière bleue, en fait, c'est cette lumière qui est émise par les écrans, notamment les écrans, les smartphones, les tablettes, etc. C'est ce qui fait qu'on déconseille fortement de lire sur un écran en se couchant parce que ça diminue la sécrétion de l'hormone du sommeil. Tout à fait. C'est comme en fait le cholestérol. Il y a un bon et un mauvais cholestérol. La lumière bleue, c'est pareil. Il y a une bonne lumière bleue et une mauvaise lumière bleue. La bonne lumière bleue, c'est la lumière bleu turquoise qui va en effet stimuler cette horloge biologique, le cycle circadien, et qui va donc participer à la sécrétion de la mélatonine, cette hormone du sommeil. Et puis la mauvaise lumière bleue, c'est celle qui est proche finalement des ultraviolets. C'est une lumière qui est très énergétique et qui peut potentiellement, in fine, provoquer quelques anomalies de la rétine. Et donc voilà, il est recommandé malgré tout de s'en protéger. Et puis, est-ce qu'on nous demande si ça marche bien, les filtres? Alors,
Les filtres, aujourd'hui, il faut rappeler quand même que la lumière bleue, il y a les écrans, mais c'est aussi le soleil. La plus grande énergie, en tout cas quantité de lumière bleue, c'est lorsqu'on regarde le soleil. Donc déjà, au niveau du soleil, il faut bien se protéger. Et ça, c'est très important. Après, au niveau de la protection devant les écrans d'ordinateur, il y a aujourd'hui des traitements spécifiques à la surface des verres qui vont finalement sélectionner la bonne de la mauvaise lumière bleue. Ils vont laisser passer la bonne lumière bleue, ils vont des filtrer. verres de l'ordinateur ? Alors des verres, en fait, de lunettes. Classique. C'est une lunette orange ? Non, pas du tout. Ce sont des verres transparents qui ont en fait la spécificité d'avoir un traitement de surface et qui va en fait sélectivement freiner la longueur d'onde qui est dérangeante et donc on va filtrer cette lumière bleue gênante. On va continuer à parler de l'ordinateur avec le reportage. Trouble de la vision, fatigue visuelle. Je ne discute pas, c'est bien. Ah bon là, vous avez vu ? J'ai pris des bonnes résolutions. Vous me demandez un truc, je le fais immédiatement. Je ne discute pas. Je suis tellement heureux d'être là avec vous. Trouble de la vision, disais-je, fatigue visuelle. Dans certains cas, en complément du port de lunettes, les patients doivent faire des séances d'orthopsie, une rééducation des yeux nécessaire donc pour améliorer la vision. Reportage Delphine Renaud et Simon Pogua. Depuis quelques années, Nicolas travaille sur ordinateur. Malgré ses lunettes pour traiter sa myopie, il ressent de plus en plus souvent une gêne visuelle. Ma vue devient un petit peu floue et j'ai du mal à faire la mise au point en fin de soirée. Pour le soulager, il suit des séances d'orthopsie. Je vous donne les lunettes à cristaux liquides qui vont vous permettre en fait de faire travailler vos yeux en convergence et en divergence. Allez-y, mettez-les. Dans ce cabinet high-tech, les séances se font sur ordinateur, lunettes, manettes de jeu et c'est parti. Il y a 2 lettres entremêlées. Fermez l'œil droit. Vous voyez quelle lettre ? L. Maintenant, fermez l'œil gauche. R. Voilà, donc vous voyez que chaque œil va avoir une vision qui lui est propre de la situation que je vais vous montrer. On va passer à un exercice qui est très utile parce qu'il ressemble à votre vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, vous regardez votre écran à 70 cm, vous convergez sur votre écran et puis quelqu'un rentre dans le bureau, vous devez passer en petite divergence pour voir qui rentre au loin. Donc là, on va faire des successions de convergence et de divergence. Des images qui se dupliquent ou qui jouent sur la profondeur. Au travers de différents jeux, Nicolas travaille la convergence et la divergence des yeux. Vous allez voir qu'il faut un certain temps pour arriver à fusionner quand on passe de l'un à l'autre. Et le travail de la rééducation, ça va être de diminuer ce temps-là et de vous donner plus de confort. Oh, c'est difficile comme exercice. C'est un exercice difficile. Ouais. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce ne sont pas les muscles des yeux qui sont ici rééduqués. La fatigue dont souffrent les patients et qui viennent nous voir, elle est liée souvent au mode de vie, notamment sur le travail sur écran, où on est en convergence permanente pendant des heures, et ça, c'est pas tout à fait physiologique. Donc au bout d'un moment, il y a un dérèglement, je veux dire, du logiciel, c'est-à-dire d'une fonction cognitive, cérébrale. Et le boulot de l'orthoptiste, c'est de remettre de l'harmonie dans cette fonction cérébrale. Marjorie, elle, souffre d'un léger strabisme qui entraîne de fortes migraines et une gêne visuelle. Comment vous vous sentez là en ce moment ? Ça va, ça tire un peu. Ouais. J'ai quelques migraines quand même régulièrement, mais je pense que c'est aussi dû aux exercices. Alors régulièrement, une fois par semaine, une fois par mois, une fois tous les 6 par mois. semaine. Alors, vous allez vous concentrer sur la petite lettre qui est affichée ici. C'est quoi cette lettre ? K. Afin de lui proposer les exercices les plus appropriés, l'orthoptiste vérifie le degré de son strabisme. Le test que je suis en train de faire, c'est une mesure de sa position oculaire. Donc, au moment où elle ne regarde pas avec les 2 yeux, mais avec un seul œil, puisque j'en cache un avec le petit cache qui est ici, et je vois donc une certaine tendance, donc qui peut être une tendance au strabisme divergent ou une tendance au strabisme convergent. Pour lutter contre son strabisme divergent, Marjorie fait des exercices de rééducation spécifiques. Nous avons terminé pour aujourd'hui. Ça va ? Ça va. Pas de fatigue excessive ? Ça va, ça tire un peu, mais... Ça tire un peu, mais pas de maux de tête ? Non. Les bénéfices sont importants parce que du coup ça me permet d'avoir une vision qui se fatigue moins vite. Je vois net plus facilement et plus longtemps et mes migraines disparaissent peu à peu. C'est vrai que c'est quand même appréciable. Pour maintenir les bénéfices, Marjorie, comme Nicolas, doit également faire des exercices visuels régulièrement chez elle. Alors, on a vu quand ça diverge, on continue. Après les rapports sexuels, j'ai souvent une vision trouble durant quelques heures. Est-ce normal, dit David ?
Alors ça là, vous fait rire. alors Ça là, vous fait rire, vraiment. il fallait la question de Michel Bah, forcément. qui soit adaptée. Je planque derrière David, en plus, ça, c'est malin. Je dois avouer que là, je voulez un suis joker sans réponse. Enfin, un joker, parce que franchement, un petit bilan ophtalmo peut-être, pour voir, mais honnêtement, il n'y a pas de sexuel raison. ou sexuel. Non, Il y a c'est pas de étonnant. Alors, raison. il peut y avoir des hypertensions qui peuvent donner mal à la tête ou un trouble de la vision, mais vous avez une idée? Parce que vous êtes ophtalmo, maintenant? Non, mais... Oui, trouble de la hypertension peut-être aussi. Oui, On a peut-être. pu avoir l'histoire d'un patient qui est venu nous voir en consultation et en effet qui avait des symptômes visuels importants après des rapports. Et en fait, on a trouvé quand même des hémorragies au niveau rétinien. Donc, il y a probablement une relation aussi avec Mais s'il y avait juste après, Voilà. ça doit, enfin, s'il y a un problème ophtalmologique réel, à mon avis, il y a d'autres symptômes Il y a un associés. terrain déjà Mais effectivement, de toute façon, quand il y a un doute, À mon avis, David est tellement ému qu'il a les larmes aux yeux et puis que ça donne C'est une vue possible trouble aussi. après. C'est joli, c'est C'est très beaucoup joli. plus simple. Bon, Marie-Laure voudrait savoir si le test visuel qui est fait à la médecine du travail est suffisant ou pas pour diagnostiquer un problème de vue. Alors, le plus souvent, à la médecine du travail, ils font des très bons bilans. Alors, c'est rapide, efficace, mais dès qu'ils ont un moindre doute, ils nous envoient les patients. Donc, effectivement, on peut faire confiance à la médecine du travail. Ces histoires de corps flottants dont on parlait tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent, surtout quand on regarde le ciel bleu. Ma fille de 17 ans se plaint de voir des corps flottants sans autres symptômes, et c'est important de consulter, demande Cynthia. Vous avez ça souvent aussi dans votre clientèle ou pas? Ou ils vont voir les ophtalmos directs? Ils vont voir l'ophtalmologiste En direct général, ils vont voir l'ophtalmo. pour lever tout doute. Voilà. Parce que c'est quoi le doute? Qu'est-ce qu'il peut y avoir? On dit que chez les myopes, il y en a plus. Alors, il y en a souvent plus chez le myope. Alors, à 17 ans, il faut voir si elle est myope ou pas, mais quand on a des corps flottants, il est bon de faire un examen de la rétine pour voir si, effectivement, sur le plan rétinien, il n'y a pas de problème. On fait un fond d'œil, on est tranquille. Voilà, c'est-à-dire que c'est un diagnostic le plus souvent d'élimination, on n'a rien trouvé d'autre, et le patient voit des petits vermicelles, etc. Donc, on est tranquille que c'est des corps flottants et qu'il n'y a pas d'autres symptômes associés. Donc, voilà, c'est toujours la même chose. Quand on a, globalement, quand il y a quelque chose qui survient, et les patients, les corps flottants, très vite, ils viennent, parce que c'est quelque chose de très brutal. Tout d'un coup, pouf, on voit apparaître quelque chose. Et donc, voilà. Et c'est fluctuant ou quoi? Alors, on a l'impression parfois, parce que moi, ça m'arrive d'en avoir un peu comme tout. Je vais vous parler. Non, allez-y, on a du temps. Par moment, j'en ai. Parce que Exactement. j'y pense en plus. Là, je suis en train Alors, de vous tout à regarder, fait. j'en ai plein. Et par moment, vous n'en avez plus. Et voilà. Ah, ça, c'est dingue. C'est Alors, incroyable, et ben moi aussi. Quand connaissez je bien vous en parle, je les vois. Et sinon. Alors, Donc, il faut arrêter d'en parler, en fait. Le traitement, il est là. Le plus J'en vois souvent, pas, c'est inquiétant, là. mais le plus souvent, quand on dit aux patients ce n'est rien, oubliez-les, et effectivement, ils les oublient. Mais au début, ils sont un petit peu angoissés par ce symptôme. On les voit beaucoup, c'est Les la surfaces surface blanches, idéale. le ciel bleu, quand vous regardez un ciel bleu. Si vous voulez parler de vos corps flottants, parlez-en aussi, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas, c'est ouvert. Voilà, cette discussion, chacun parle de Moi, j'ai ses un cas. corps flottant, très Je ne fréquemment. flotte pas. Allez-y. Jean-Pierre a une kératite sévère traitée par cyclosporine. Il demande quels sont les risques, est-ce qu'il peut perdre la vue? Alors, On rappelle ce qu'est une kératite. Alors, une kératite, c'est une érosion dans ce cas-là, c'est-à-dire que la cornée, qui a une surface avec un épithélium, c'est comme une petite plaie, je dirais, de la surface cornéenne, qui est très douloureuse. La cornée est 60 fois plus irriguée que la pulpe du doigt, et on voit ce que ça fait quand on se fait juste une petite plaie de l'extrémité des doigts. C'est quelque chose de très douloureux. A priori, ça peut être plusieurs causes. On a des pathologies de l'épithélium cornéen. Ça peut être un traumatisme qui a laissé une petite trace et de temps en temps l'épithélium se rouvre. Ça peut être une sécheresse oculaire. Enfin, il y a beaucoup d'étiologies qui peuvent entraîner ça. Je crois qu'on peut le rassurer. On ne devient pas aveugle parce qu'on a une kératite. Par contre, on est très gêné. Et on la fait bien suivre, évidemment. Exactement. Merci beaucoup, Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Demain, après les yeux, on va parler des pieds. On verra ce qu'il faut faire pour éviter d'avoir mal aux pieds. Et si on a mal aux pieds, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous serez là? Bien sûr que je serai là. Formidable. Vous nous parlerez de vos pieds comme ça? Mais non, je ne veux pas vous parler de tout. Vous imaginez si tout au long de l'année, à chaque fois qu'il y a un sujet médical, ça je vous en passionne nos parle, il y a des téléspectateurs, trucs qui vont être un peu intimes quand même. Très bien. Et bien, on se retrouve demain alors. Ouais, à demain.